Bonjour à tous et bienvenue à cette rencontre avec Christelle Fournier que j'ai le plaisir d'animer. Ce matin, nous allons voyager à travers la filmographie de Christelle en nous appuyant sur des extraits. Nous allons surtout nous intéresser à la capacité de Christelle en tant que chef opératrice d'entrer en symbiose avec les personnages et de nous révéler leur intériorité par son travail sensible et sensoriel du cadre et de la lumière. Christelle, vous avez commencé votre carrière de directrice de la photographie avec les réalisatrices Emmanuelle Berco et Delphine Glaise, issues comme vous de la Fémis et dont c'était aussi les premiers longs métrages. Vous avez ensuite tourné avec Elena Klotz, Laetitia Masson, Fabienne Godet, avant d'entamer une riche collaboration avec Céline Sciamma, sur laquelle on reviendra en détail. C'était un hasard ou une véritable volonté pour vous d'accompagner principalement des femmes cinéastes, même si vous avez travaillé aussi avec des hommes, bien sûr, et comment ces premières collaborations ont-elles influencé votre rapport à l'image ? Bonjour à tous, d'abord. Non, c'était pas une volonté. Ça s'est fait, ça s'est fait comme ça. Et effectivement, entre ces différentes réalisatrices, j'ai travaillé aussi avec des réalisateurs hommes. Et non, je pense que, en tout cas, la démarche, c'est plus, j'ai la sensation, mais peut-être que je me trompe, c'est plus les réalisatrices qui ont eu envie de travailler avec des opérateurs femmes, plus que moi, je me suis pas positionnée, en tout cas, dans une logique de vouloir travailler avec des femmes plus qu'avec des hommes, quoi. Enfin, pas du tout, même. D'accord. Avant de plonger avec votre collaboration avec Céline Sciamma, regardons un extrait de son premier long métrage, Naissance des pieuvres, dont vous avez fait l'image. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, tu te mets là sur la tête. Non, mais là, ça. Après, on fait la prise de café. Mais on le fait pas là, enfin, je sais pas. Non, bah non, c'est bon, on l'a fait après. On prend l'eau, on fait faire le début, non? Ok, d'accord. Mais viens dans l'eau, tu verras mieux. Ce que je trouve très séduisant dans cette séquence, c'est la façon dont elle passe du naturalisme à quelque chose de stylisé, voire même d'abstrait. Pour le spectateur, l'immersion dans l'eau s'accompagne d'une immersion dans la psyché de l'héroïne Marie, dont la caméra épouse le point de vue, comme à d'autres moments du film. Comment vous et Céline Sciamma avez-vous élaboré cette esthétique hybride qui accorde autant de place au réel qu'à l'expérimentation formelle et qui caractérisera également les deux autres films que vous avez faits ensemble? Alors, en
fait, sur tous les films de Céline, effectivement, il y a ces deux pendants, en fait, où la lumière a quelque chose de réaliste, enfin, dans le sens où elle est construite à partir d'entrée de jour par des fenêtres ou de lampes dans le champ. Enfin, il y a une espèce de logique comme ça assez réaliste. Et après, par contre, la stylisation, si on peut appeler ça comme ça, c'est notamment sur le travail des couleurs, enfin, qui s'est un peu affirmé de plus en plus de film en film dans mon travail avec Céline. Et qu'est-ce que, par exemple, sur une scène, voilà, quel est le contraste qu'on peut donner à une scène, quelle est la part d'ombre qu'on peut laisser, enfin, comment on répartit cette lumière qui est entre guillemets réaliste, logique, mais comment elle est modulée à l'arrivée pour effectivement ne pas s'inscrire dans une stricte copie de ce que verrait l'œil, par exemple, ou quelque chose comme ça, quoi. Enfin, donc, je pense que la couleur, enfin, c'est vraiment le curseur le plus efficace, en fait, dans une idée d'apporter une identité visuelle à quelque chose qui, effectivement, n'est pas une lumière de genre ou une lumière particulièrement typée non plus à la base. Et pour en revenir à l'extrait qu'on a vu, comment cette scène subaquatique a été tournée? Vous avez travaillé avec un plongeur, par exemple? Oui, c'est un cadreur spécialisé dans les plans sous-marins. Et en plus, ce film a été tourné il y a 15 ans et c'est un film qui a été tourné en pellicule. Donc c'est toute une logistique beaucoup plus lourde en fait que sur un tournage en numérique. Principalement la différence sur un tournage en numérique, maintenant on a un moniteur et le réglage du diaphragme dont l'exposition de l'image, on peut se fier au moniteur et c'est quelque chose. Tandis que là, en fait, sur film, ça implique de mesurer la lumière avec une cellule. Et en l'occurrence, pour des scènes dans une piscine, ça aurait été la même chose dans la mer, la lumière se prend à la place là où se trouvent les acteurs. Donc c'est beaucoup de temps dans l'eau, à nager avec une cellule pour régler les différents projecteurs. Et ensuite, avec une compensation à faire pour les plans sous l'eau. Enfin, donc, voilà, techniquement, c'est des tournages. Enfin, parce que c'était en pellicule, c'est quelque chose de plus lourd que ce qui est le cas de nos jours. Et avec aussi comme paramètre, c'est que c'est du 35 mm, une bobine c'est 10 minutes, et que toutes les 10 minutes, il faut remonter la caméra, ouvrir le caisson dans lequel elle est, changer le magasin et après vérifier toute l'étanchéité. Donc enfin, voilà, c'est des scènes qui prennent du temps et qui se font maintenant de façon beaucoup plus aisée, quoi. Enfin, donc la principale difficulté technique, c'était quand même la mise en place de la lumière à l'intérieur de la piscine. Oui. Sachant que là, sur cette scène, si je ne dis pas de bêtises, toute la lumière venait depuis le bassin. En fait, il n'y a pas... Aussi, je pense que dans les hublots, il y a des spots dans les hublots, mais en tout cas, c'est une scène de jour. Il y a des baies vitrées qu'on voit dans d'autres séquences. Donc toute la lumière reprenait la direction de ces baies vitrées avec effectivement des attaques beaucoup plus prononcées que ce qu'on aurait fait à l'extérieur de l'eau, parce que l'eau absorbe et ça demande quelque chose de plus contrasté en fait pour avoir une image assez brillante, quoi. Ouais. Après Les adolescentes de naissance des pieuvres, vous avez filmé des enfants dans le second long métrage de Céline Sciamma, Tomboy. Je vous propose de regarder une séquence et d'en discuter ensuite ensemble. Parce qu'après, elle va me... Mais non, on garde l'eau. Bon, voilà, les équipes sont faites. Salut. Salut. C'est Mickaël, le nouveau du bâtiment C.
On peut jouer? On a déjà fait les équipes. Mais c'est pas grave, je me mets dans une équipe et il se met dans l'autre. Ok. La prends! Alors, t'arrêtes. Tu prends, d'accord. Personne va le prendre, ça. Vous savez quoi? J'aurai ma revanche. J'ai choisi cette scène parce que j'adore la manière dont elle associe une sensibilité documentaire et une mise en scène de fiction. En tant qu'opératrice, vous vous placez à la hauteur des enfants et saisissez leurs mouvements et leurs paroles comme sur le vif, mais en même temps avec la précision et la fluidité que permet l'utilisation de la dolly et de la caméra sur pied. À cet égard, votre travail évoque d'ailleurs un peu celui de Caroline Champetier dans Paunette de Jacques Doyon. Comment vous y êtes-vous prise pour capter l'univers et les interactions des enfants sur Tomboy, comme ce moment de jeu en forêt? Mais là, par exemple, par rapport à cette scène en particulier, ce qui était établi à l'avance, c'était qu'on voulait pouvoir suivre chacun des enfants qui courent jusqu'au foulard et en fonction de celui qui a attrapé le foulard, pouvoir revenir soit dans un sens, soit dans l'autre. Donc en fait, on avait installé un travelling qui partait d'une extrémité d'un groupe à l'autre groupe et on savait qui courait et en fonction, l'idée, là, à partir de ce dispositif-là, sur un mode plus documentaire, entre guillemets, puisqu'on ne savait pas précisément ce qui allait se passer, quoi. Enfin, donc ça, c'était vraiment le grand principe de cette séquence, c'était ce travelling. Après, avec effectivement d'autres plans qui sont soit sur pied, soit aussi sur cette dolly, mais dans ce cas-là fixe, il y a tous les profils sur les deux équipes en plus gros plan pour filmer la réaction de nos protagonistes et plus d'autres axes où on est face à celui qui ramène le foulard ou dans son dos, quoi. Enfin, du coup, tout le film s'est un peu construit comme ça, avec des lignes directrices et après, avec l'idée de pouvoir s'adapter en fonction de ce qui allait réellement se passer pendant le tournage, en fait, puisque il y a d'autres séquences qui, comment dire, où les enfants, en tout cas, avaient, pareil, eux aussi un petit fil conducteur, mais surtout avec la plus petite qu'on ne voit pas là dans cette séquence. Qui a 5 ans, je crois. Qui a 5 ans. Effectivement, on ne savait pas à l'avance réellement comment comment elle allait s'emparer de la scène, qu'est-ce qu'elle allait faire pendant la scène, quoi. Enfin, donc,
là, ça n'a pas été le cas sur celle-là, mais sur d'autres séquences, souvent on commençait par un plan large pour voir un peu comment les choses se mettaient en place. Et ensuite, Céline essayait de resserrer autour de ce qu'elle recherchait. Et on passait sur des plans plus serrés où là, l'idée, c'était de pouvoir être à même de passer d'un personnage à l'autre, d'aller sur le personnage qui était important à tel moment, et ça, on ne le savait jamais véritablement à l'avance, quoi. Et j'imagine que c'était particulièrement avantageux de tourner les scènes de groupe en extérieur avec une caméra aussi légère que le Canon 7D. Alors, ça pouvait être avantageux dans l'idée de la légèreté, bien qu'à la fin, il n'était pas du tout léger, parce qu'en fait, on a utilisé un Canon 7D modifié avec une monture PL, donc en fait, à l'arrivée, il était grand comme ça. Mais bon, effectivement, moins impressionnant, en tout cas pour les enfants, qu'une caméra. Après, des avantages, c'est c'est un appareil qui a beaucoup moins de latitude qu'une caméra numérique actuelle, ou que pouvait avoir la pellicule. Donc en fait, les extérieurs soleil, c'était un peu compliqué parce que l'écart qu'il y a entre les parties au soleil et les parties à l'ombre était beaucoup plus fort que ce qu'il était capable d'enregistrer. Donc là, les sous-bois, ça va, puisque c'est du sous-bois, donc on a très peu d'entrée de soleil. Mais il y a des séquences où on avait vraiment dans le même plan une partie à l'ombre, une partie au soleil, et voilà, ça c'était un peu compliqué. Jeu à l'extérieur, oui. Le foot par exemple. Le foot, non. J'ai le souvenir, alors je ne vais pas me rappeler exactement la scène où c'est les deux petites qui discutent, mais où elles finissent, elles se battent en fait. Mais le foot, si je ne dis pas de bêtises, il fait gris, il me semble. Nous allons poursuivre notre discussion sur le mariage de la fiction et du documentaire dans votre travail avec Aujourd'hui d'Alain Gomis, qui retrace le dernier jour de la vie d'un homme à Dakar. Regardons une scène si vous le voulez bien. Aujourd'hui, brosse un portrait de Dakar à travers les yeux du personnage principal, Satché, incarné par l'américain Saul Williams. Contrairement à Tomboy, vous employez la plupart du temps dans ce film une caméra portée pour suivre Satché et enregistrer des images et des sensations de la vie quotidienne qui suscitent son émerveillement.
Qu'est-ce que ça a impliqué pour vous de faire corps derrière la caméra avec cet homme destiné à mourir bientôt? Et pensez-vous que le fait d'être vous-même étrangère vous a permis de mieux saisir ou cueillir le moment présent sur le tournage? En fait, aujourd'hui, le principe de l'histoire, c'est que Saché se réveille le matin en sachant qu'il va mourir à la fin de la journée. Enfin, c'est comme ça, il y a un petit écriteau qui le dit au début, c'est comme ça dans ce pays. Certains qui sont considérés comme des élus ont la chance de savoir que c'est leur dernier jour. Donc, c'est l'histoire de cette dernière journée qui retrace en même temps sa vie, puisqu'il se réveille dans la maison maternelle où il a grandi. Après, il va voir ses amis, va dire adieu à ses amis d'enfance. Il revoit son premier amour. Et là, la séquence, c'est le moment où il arrive devant les bureaux de cette femme qui a été son premier amour, très conflictuel. Et voilà, toute sa journée va se dérouler comme ça jusqu'au moment où le soir il se couche et il ne se réveillera pas. Donc en fait, tout l'enjeu, ça a été il y a beaucoup de déambulations d'un lieu à l'autre et effectivement une volonté de faire le portrait d'une ville. Mais ça a été de décider comment étaient filmés ces différents moments. Et en fait, l'idée, ça a été de les filmer en accord avec l'état d'esprit du personnage. Là, à ce moment-là du film, il a vu déjà ses camarades d'enfance. Il est c'est plutôt quelque chose d'assez contemplatif. Après, quand il va sortir des bureaux de son ancienne compagne, il va être dans un état d'esprit complètement différent. Et du coup... Ce sera plus dans la rage ou l'épuisement. En tout cas. Et du coup, là, en l'occurrence, toute cette séquence, il y a, si je ne pense pas me tromper, il n'y a aucun plan à l'épaule, en réalité. D'accord. C'est soit du steadicam pour accompagner son mouvement ou décrire ce qu'il voit en restant dans la logique de sa déambulation, soit des plans sur pied, souvent avec panneaux qui accompagnent le mouvement, qui sont le regard qui porte sur différentes petites scènes de la vie quotidienne. Et du coup, voilà, l'idée, ça avait vraiment été tant qu'il était encore dans une disons paisible, c'est plutôt quelque chose de fluide et de descriptif. Après, après la confrontation avec son premier amour, là par contre c'est effectivement filmé à l'épaule, c'est du coup avec quelque chose, un résultat qui est beaucoup plus heurté et qui épouse complètement son état d'esprit et ce qui lui arrive juste après en fait dans la séquence du marché notamment, quoi. Et tout ce qu'il voit dans la scène qu'on a vue, c'est des images mises en scène ou tout est mis en scène. Oui, tout est mis en scène. Enfin, vraiment, chaque plan était décrit dans le scénario. Après, voilà, ça a été où les faire, comment les faire. Mais chacun de ces points de vue, c'est vraiment des choses qui étaient pensées. Du coup, là, il n'y a pas vraiment de logique documentaire en fait dans ces. Alors, ça s'inspire forcément de la réalité. C'est des choses qu'Alain a pu voir et qu'il a voulu sublimer. Mais oui, tout est reconstitué, en fait. C'était la première fois que vous tourniez à Dakar. À Dakar, oui, mais pas en Afrique, en fait. Mais pas en Afrique, ouais. Et du coup, ça a été un avantage d'avoir tourné en Afrique avant ? Oui, c'était plutôt un avantage parce que c'est évidemment pas les mêmes façons de fonctionner, quoi. Il y a quand même une espèce de petit bagage que j'avais en arrivant à Dakar où j'ai pas tout découvert, quoi. Mais on parlait d'être au présent tout à l'heure. Je pense que vous faites
preuve d'une grande disponibilité au présent dans une séquence plus tardive du film qui documente les manifestations de juin 2011 à Dakar contre la corruption du régime sénégalais. Comment avez-vous vécu l'expérience de mettre la caméra au service de cette colère collective? J'imagine qu'il y a aussi des images d'archives dans cette scène, mais est-ce que vous pouvez parler un peu de la fabrication de cette séquence? Alors, c'est les témoignages. Alors, les témoignages, tout ça a été écrit. En fait, tout ça a été écrit. Ouais, parce que les images des manifestations elles-mêmes, en fait, Alain était en préparation au Sénégal. Il s'est installé pendant une année au Sénégal, et ces manifestations ont eu lieu avant le tournage. À ce moment-là, il avait un 5D et il a été filmé. Donc, en fait, vraiment, les images à l'intérieur de la manifestation, ce sont des images qu'il a filmées lui, en fait. Et après, nous, ce qu'on a reconstitué, c'est le moment où le personnage de Satché croise le cortège, mais le moment des... comment ça s'appelle? Les émeutes. Oui, des petites séquences, enfin, les gens qui protestent, tout ça, c'est des choses qui sont reconstituées a posteriori. Ouais. D'accord. Donc c'est la magie de ce film, de brouiller complètement les frontières entre le documentaire et la fiction. Après, aujourd'hui, vous avez retrouvé Céline Sciamma pour son 3e long métrage, Bande de filles, dont je vous propose de regarder une scène que je trouve particulièrement belle. Déshabille-toi. Encore. Retourne-toi. Comme on disait tout à l'heure, Bande de filles s'inscrit dans le prolongement de Naissance des pieuvres par son usage audacieux et sensuel des couleurs au fil de l'émancipation de l'héroïne, Vic. Le bleu est sans doute la couleur qui revient le plus souvent, que ce soit dans la scène emblématique sur la chanson de Rihanna ou encore dans celle qu'on vient de voir, intime avec plus de nuances de bleu, puisque la scène de Rihanna, c'est quand même un bleu très monochrome. Comment avez-vous composé, comment vous et Céline Sciamma avez-vous composé la palette de couleurs et la lumière du film, notamment dans les intérieurs qui, je crois, ont été tournés en studio ou en tout cas en faux studio? En fait, la séquence de Rihanna dans le scénario a toujours été décrite comme dans une lumière bleue. Donc, voilà, ça c'était une donnée de départ. Et ensuite, oui, l'idée, ça a été de donner une identité visuelle aux différents lieux où
il y a le bâtiment, enfin alors il y a cette cité où Vic, le personnage principal, et ses copines habitent. Dans cette cité, il y a son bâtiment, le bâtiment où vit le personnage d'Ismaël. Et ensuite, Vic quitte la cité, va vivre avec une autre personne. Et en fait, l'idée, ça avait été de donner une identité en termes alors, ça aurait pu passer par autre chose que de la couleur, mais là, il se trouve qu'en fait, avec cette donnée de départ, cette scène bleue, en fait, où rien ne justifie, ça se passe dans une chambre d'hôtel, donc rien ne justifie que la lumière soit bleue. Oui, très vite, moi, j'ai eu envie de travailler sur la couleur, sur tout le déroulé des séquences du film. Et du coup, le choix des couleurs, c'est aussi fait en fonction de ce qui préexistait, notamment les couleurs à l'extérieur de la cité, qui étaient plutôt dans des tons plutôt des lumières froides, néon, bleu, vert et tout. Donc voilà, là dans cette séquence en particulier, outre le fait que les murs de la chambre, ça avait été un choix, sont bleus, effectivement... les murs ont été peints en bleu? Oui, il y a une gamme de couleurs... donc les murs sont bleus et dans cette partie-là de la cité, en tout cas quand on est à l'extérieur, clairement on voit que c'est plutôt des lumières froides, quoi. Enfin, et donc là la lumière qui rentre dans cette pièce, sans être forcément celle qu'on voit à travers les petites fenêtres, mais en tout cas c'est une reprise de quelque chose de froid, parce que ce qu'on sent venant de l'extérieur, c'est une lumière froide, quoi. Et quand on est à l'extérieur, face à cette partie au pied de son immeuble, il y a une séquence avant. Voilà, on a clairement identifié qu'on était dans ce périmètre-là. Donc voilà, avec une lumière alors qui est froide, qui est froide plus des murs bleus, et effectivement, ça fait une image plutôt dans ces tonalités-là. Et en fait, après, sur tout ce qui est couleur, on n'aurait jamais été aussi loin sur l'utilisation et les mélanges de couleurs si on avait été avec des personnages avec des peaux blanches. Parce que les peaux noires, elles réagissent vraiment très 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 bien. Il y a quelque chose de très joli. Oui, dans cette scène, on le voit. Et qui ne marche pas du tout avec des peaux blanches. Donc en fait, c'est en faisant... Il y avait cette volonté de couleur, en faisant des essais avant tournage pour un peu trouver notre gamme, notre palette de couleurs. On s'est aperçu qu'on pouvait... utiliser vraiment, y aller assez franchement, et donc du coup voilà, on n'a pas hésité à... Oui, donc c'est vraiment pendant les essais que vous avez découvert l'effet de ces lumières sur les carnations noires. De voir que c'était vraiment très joli, quoi. Donc du coup voilà, sur quelque chose où on aurait été ça aurait été moins systématique, en fait, l'utilisation de la couleur, peut-être moins sur des couleurs moins franches et moins prononcées. Mais là, de voir le résultat sur les visages, ça donnait vraiment envie de tenir cette ligne d'un bout à l'autre du film. Est-ce que vous aviez l'habitude de travailler avec des références visuelles avec Céline Sciamma? Parce que je crois que cette scène fait directement référence à une scène de The Piano de Jane Campion. Ah, peut-être. Vous n'avez pas le souvenir de... Si. Non, alors ça, en l'occurrence, non, je ne m'en rappelle plus. Après, effectivement, on discutait sur des films qui... qui pouvaient servir de référence. C'est vrai que je me rappelle surtout sur Naissance des pieuvres. Mais bon, Naissance des pieuvres, c'était aussi une première collaboration, un premier film pour Céline. Donc effectivement, il y avait eu beaucoup d'échanges au sujet de références et photographiques et de films. Sur Bande de filles, j'avoue on s'est forcément parlé, mais
pas vraiment de souvenir de quelles étaient les références en fait. D'accord. Et depuis Bande de filles, vous avez fait plusieurs films à l'étranger, parmi lesquels Nico 1988 de Suzanne Nani-Chiarelli, une reconstitution fictionnelle de la dernière tournée en Europe de la chanteuse Nico. Quel souvenir gardez-vous de ce tournage qui vous a amené à photographier plusieurs scènes de concert au style très différent ? Oui, c'était l'une des grandes réflexions en préparation du film. Je crois qu'il y a 5 concerts et en fait, c'était d'éviter de se répéter, quoi. Enfin, donc de chacun leur trouver de trouver pour chacun une façon de les filmer, mais une façon qui fasse sens par rapport à ce qui se passait à ce moment-là de la tournée, notamment, quoi. Enfin, et celui-là, c'est le dernier concert. Oui, ça, on va en parler après. D'accord. Là, oui, pardon. Parce qu'on va voir l'extrait. Donc oui, du coup, vraiment les discussions, ça a été pour chacun comment on abordait ces différents concerts et qu'est-ce qui était important pour chacun et du coup quel était le dispositif le plus pertinent pour que ça fasse sens avec l'enjeu de la scène, en fait, puisque chacun des concerts a un peu son état d'esprit, en fait, qui est calé sur l'état d'esprit du personnage de Nico. Et personnellement, vous vous étiez documenté beaucoup sur Nico. Vous la connaissiez bien avant. Vous connaissiez bien le personnage avant. Avant que Susanna me contacte pour son film, oui, j'en avais entendu parler, mais sans plus. Mais oui, vous non, mais pas totalement bien sa musique. Du coup, oui, voilà, pour donner une identité aux différents concerts, on a revu énormément de concerts de l'époque pour s'inspirer des couleurs, parce que en fait, le film se situe de 1986, c'est les 2 dernières années de sa vie. Donc, en fait, de voir les concerts de l'époque, en plus, c'est des concerts plutôt underground, c'était pas une star ni quoi que ce soit. Donc, rester dans l'esthétique de ces années-là, s'inspirer effectivement de ses propres concerts, surtout le tout premier là, dans le bar où elle joue régulièrement. Vraiment, ça c'est des couleurs qu'on a choisies, c'est vraiment des couleurs. Il y a certains plans qui sont vraiment des plans qu'on a vus sur des concerts filmés de Nico. Donc oui, il y a eu un gros travail Donc à ce niveau-là, on peut parler de reconstitution quand même. Pour certains. Pour certaines scènes, quoi. Après, il y a les lieux, il y a un concert en extérieur. Voilà, là, c'est celui-là, il s'ancre dans... il est en référence à rien du tout, quoi. Il a ses couleurs, parce qu'aussi, il fallait que nous, on ait notre propre évolution dans les couleurs. Et voilà, c'est un concert en extérieur, donc on en a fait un choix de palette qui était logique avec un concert de nuit sur une place de village en extérieur à cette époque-là. Et il y a aussi le choix du format carré qui est assez radical pour ce film. Ouais. Ça, c'était évident dès le départ ? Oui. Ça, c'était, en fait, l'idée, c'était vraiment de donner au film cette esthétique l'esthétique vidéo, en fait, des années 80. Donc, effectivement, le format carré, il contribue parce que c'était le format qui était le plus utilisé à ce moment-là. En fait, c'est une Alexa Mini, la caméra, qu'on a utilisée dans son mode Super 16 mm, c'est-à-dire avec une définition de capteur c'est sa définition la plus réduite, en fait, pour avoir une image... on ne voulait pas d'une définition numérique telle qu'on la connaît de nos jours. Il y a eu ça. Après, c'est tout. Il y a le format carré, en fait, assez vite, ça a imposé d'avoir pas mal de sources de lumière des lumières dans le champ. Ouais, on va le voir dans l'extrait. Ouais, voilà, donc les couleurs de ces lumières sont des couleurs. Il y a souvent des néons, donc c'est des néons, des vieux néons avec très vert, avec une très mauvaise colorimétrie. Donc, mais ouais, l'idée c'était vraiment. Susanna au début, elle avait même envie de tourner avec une Betacam. Donc, on a assez vite
abandonné cette idée pour tout un tas de raisons. Mais bon, voilà, toutes les recherches qu'on a pu faire, ça a été vraiment d'essayer de... Alors, on n'est pas dans une esthétique de la vidéo de l'époque, mais en tout cas d'en donner l'idée ou la sensation. La sensation, enfin, en tout cas, c'est une évocation de ce que c'était, quoi. Juste avant de voir l'extrait, peut-être, ça vous a donné de la confiance d'avoir fait, de la confiance sur ce film, d'avoir fait tout ce travail en amont sur les couleurs, sur les films de Céline Sciamma, justement. Il n'y a pas que les films de Céline, moi c'est vraiment quelque chose que j'aime bien travailler, la couleur. Alors il y a certains films où il n'y en a pas, parce que ça ne s'y prête pas, et ça ne se justifie pas. Mais oui, c'est vraiment... C'est une curiosité générale pour vous. Oui. La séquence du concert clandestin de Nico à Prague que vous avez mentionné tout à l'heure m'a frappée comme étant l'une des plus impressionnantes de votre filmographie. Il y a une vraie osmose dans cette scène entre la caméra et l'actrice Trine Durolm, sans parler de l'importante installation lumière que vous avez dû déployer. On va regarder cette séquence d'abord dans le noir, ensuite en lumière moyenne et sans le son, pour que vous puissiez parler dessus, Christelle, et nous raconter sa fabrication. Songs I sing are filled with love for you. A man said that to me. That's how I know. Sometimes loving does not show. Sometimes it does not even know. There's no witness to my anger. When it stabs until he dies, I am looking for the strangler to help me. Help me with my crime.
Bring the guitar. Donc, comment avez-vous construit la lumière et la chorégraphie de la caméra, Christelle, dans cette séquence vertigineuse et cathartique? Donc, n'hésitez pas à parler concrètement des projecteurs que vous avez utilisés, etc. Non, alors le principe de cette séquence, c'est qu'elle est tournée au Steadicam. Le Steadicam est sur scène et la caméra devait être libre de filmer dans n'importe quel angle, de se retourner. Ouais. Tout devait être prêt pour un 360 degrés complet. Donc, du coup, ce concert-là est un concert clandestin. Donc, en fait, c'est une scène où il n'y a pas de projecteur de scène. Donc, l'idée, c'était de pouvoir éclairer pour qu'on n'ait pas de problème d'ombre, pouvoir tout filmer et sans créer d'ombre avec les mouvements de la caméra. Donc du coup, l'idée, ça a été concernant ce qui se passe sur scène, en fait, c'est une lumière, c'est une grosse boule chinoise qui est au-dessus de la scène, parce que du coup, les ombres sont portées au sol et pas du tout sur les musiciens ou sur la chanteuse. Il y avait quelques projecteurs qui étaient sur dimmer, et selon les axes de la caméra, on les enclenchait ou on les arrêtait quand la caméra allait passer dans les faisceaux. Ce qui était important, c'était d'avoir la sensation de ce public dans la salle, mais de le garder en pénombre. Et le lieu est magnifique. Et donc de faire. C'est où on a tourné en Belgique, en fait, c'est à Liège. Et de faire exister ce lieu, en fait, parce que voilà, c'était un peu dommage. En plus, comme on n'avait pas de lumière typiquement en concert, c'était on a éclairé le décor, en fait, beaucoup plus que le reste, quoi, finalement, en se servant de, voilà, il y avait tout un tas de néons en éteignant une partie, en les changeant pour avoir notre propre gamme de couleurs. On a rajouté le long des deux ailes, en fait, il y a des projecteurs Mercure qui éclairent le public. Et voilà, ça a été un gros pré-light, en fait, avec et qui marche à l'arrivée. Moi, j'en suis plutôt contente, quoi. Non, c'est une scène vraiment impressionnante. Est-ce que vous aviez répété beaucoup avec l'actrice Trine Durolm? Non, ça n'a pas été répété. Voilà, c'est vraiment des séquences qui ont été tournées. C'était vraiment en fin de tournage, donc il n'y a pas eu de répétition à proprement dite. La consigne pour le Steadicam, c'était de faire corps avec elle, et en fonction de pouvoir passer un peu sur les musiciens. L'idée, c'est qu'il n'y aurait pas forcément de plan dédié sur les musiciens comme on avait pu faire dans le concert. C'était vraiment quelque chose qui était... c'est une énergie, en fait. Parce qu'avant cette scène-là, à la base, dans le film, elle ne veut absolument pas jouer. Elle est droguée, elle est en manque. Donc voilà, et quand elle monte sur scène, il y a quelque chose, tout de suite, elle est en lien avec le public, elle a une énergie et elle a envie de leur donner quelque chose, parce qu'ils prennent des risques, c'est clandestin. C'est son interprétation la plus passionnée, en fait. La police va arriver. Donc voilà, la consigne pour la caméra, c'était vraiment de l'accompagner dans tous ses déplacements et de pouvoir capter de son point de vue le public, sa relation avec les musiciens. Et donc tout a été tourné, plusieurs fois en plan séquence, avec des focales différentes, et il y avait quelques éléments clés effectivement à pouvoir aussi les moments où son manager voit que quelque chose commence à ne pas aller,
Donc c'est une séquence qui a été beaucoup découpée au montage, mais vous avez vraiment travaillé pour le plan séquence. Oui, elle a été tournée en plan séquence, parce que voilà, c'est une énergie qui est impossible à retranscrire autrement. À couper, quoi. Enfin, donc effectivement, après, elle est montée, mais au tournage, c'est une logique de plan séquence, quoi. D'accord. On va terminer notre rencontre en parlant de la représentation de la mémoire dans Wildfire de Kathy Brady, que vous avez tourné donc en 2018 et qui raconte le drame de 2 sœurs rendues orphelines dans leur enfance par le conflit nord-irlandais. Je vous invite donc à regarder une scène de ce film. She gave this to me the day before she died. Was Dad's? She loved that. Here. You have it. Oh, please. Close your eyes. Go on, just do it. Breathe in. Remember the smell? Burnt coconut. And the heat. Everyone asleep but us. Mom taking photos. This place is hell, she said. With those murderers free, I'll never be at peace. Mom started it, didn't she? La grande force de Wildfire réside, pour moi en tout cas, dans ces scènes de flashback qui offrent un contraste visuel saisissant entre présent et passé. Alors que vous privilégiez une image plutôt réaliste pour le présent, vous conférez au passé, malgré sa nature traumatique, une dimension de rêve à travers des effets d'optique et de couleurs. C'était important pour vous et Kathy Brady de créer ce décalage entre les 2 temporalités du film ? Oui, ça. Voilà, en fait, exactement ce qui s'est passé, c'est par rapport à ces effets optiques. À l'origine, on était censé les utiliser. En fait, c'est des optiques c'est des tilt focus. Donc, en fait, le point est à un endroit précis. Il y a des effets de déformation, de flou sur le reste de l'image. Et en fait, on peut, en cours de prise de vue, changer l'endroit où est le point et changer du coup, tout le rendu des flous, quoi. Enfin, ça, c'est à la base, on devait les utiliser uniquement pour la séquence de l'accident sur l'autoroute. On était vraiment du point de vue de l'une des 2 sœurs qui a été heurtée par une voiture.
Et cette scène est aussi tournée à l'épaule. On est vraiment, Lorraine à ce moment-là, quoi. Enfin, et en fait, les scènes de souvenirs qu'on a tournées dans le premier bloc de tournage, celle-ci en fait partie. Il n'y a pas cet effet de distorsion. Par contre, un tout petit peu, non, à des moments. Vous l'avez ajouté par la suite. Non. Celle-là, elle n'a pas du tout d'effet de distorsion, en fait. Et après, pendant le montage, il s'est avéré qu'il manquait des scènes par rapport aux souvenirs de la mère. Et toutes ces scènes, quand on les a tournées avec effectivement ces optiques. Pour recréer la même distorsion, parce que la mère est morte, elles étaient toutes jeunes, enfin elles devaient avoir 5 ou 6 ans, donc voilà, c'est un souvenir un peu confus dans leur esprit. Enfin, c'est des espèces de flash, mais il n'y a rien qui s'ancre réellement dans la réalité, et elles-mêmes ne savent, enfin une le sait mais l'autre ne sait pas ce qui s'est passé en réalité avec la mère. Donc voilà, c'était pour créer essayer de retranscrire cette idée de mémoire d'enfants qui ont un vague souvenir, mais sans précision. C'est plus des petits moments clés, tels que celui-là où la mère leur fait signe de regarder les braises dans le ciel. Donc, mais bon, voilà, l'utilisation de ces optiques, en fait, elle est devenue plus importante dans la partie qu'on a tournée dans un deuxième temps, en fait. Et vous avez mentionné la séquence de l'autoroute. Justement, c'est une scène qui flirte presque avec le cinéma de genre, le thriller. En ce sens, est-ce que vous diriez que ce film vous a ouvert de nouveaux horizons comme chef opératrice, d'expérimenter avec de nouvelles formes d'images? Chaque film, en fait, est une... chaque film a son univers, donc à chaque fois, effectivement, ça implique d'arriver à trouver cet univers, à le cerner, et ensuite comment le mettre en œuvre. Après, là, oui, c'est ce qu'elle a de particulier, c'est vraiment tous ces flashs, et puis effectivement, oui, il y a un effet de choc, en tout cas. Oui, mais je dirais pas que c'est une lumière de genre, en fait, c'est à ce moment-là, quoi. Enfin, parce que tout le moment avant qu'elle soit percutée par la voiture, enfin, bon, voilà, c'est une lumière réaliste d'autoroute. C'est après, quand on passe dans son point de vue total, en fait, et elle vient d'être renversée par une voiture, donc effectivement, le monde a un peu basculé autour d'elle, quoi. Et ça joue effectivement sur ces flashs de couleurs, sur ces optiques, et le fait que la caméra devient réellement elle quand elle se relève et qu'elle s'enfuit avec sa sœur. On est en subjectif total, quoi, complet. Merci beaucoup, Christelle. J'aurais voulu aussi parler de votre travail dans Great Freedom de Sébastien Maizeux, mais j'ai pas pu obtenir un extrait de ce film parce qu'il vient de sortir en France. Mais comme Yannick l'a dit au début, il sera projeté à 14h aujourd'hui, donc je vous encourage à aller le voir. On va donner la parole aux spectateurs maintenant. Encore merci. Je voulais vous demander, que nous on voit un film comme ça, il y a l'image bien sûr, mais il y a le son. Donc comment est-ce que vous collaborez avec la prise de son et tout ce qui vient après? Parce que quand vous regardez l'image que vous avez filmée, ça doit vous faire ça doit vous surprendre quelquefois de voir la présence qui est très forte du son quand même, autant que l'image finalement, parce qu'on travaille avec les deux en même temps.
Oui, complètement. Enfin, les deux vont ensemble, mais disons que par une scène donnée, l'intention de la scène, aussi bien que moi que l'ingénieur du son, on connaît quelle est l'intention, quoi. Enfin, donc on travaille chacun dans notre partie au service de cette intention. Enfin, comment en tout cas l'établir de la façon la plus juste possible, quoi. Enfin, donc après, oui, sur le tournage, enfin, le son, j'en ai pas forcément, enfin, voire pas réellement conscience, si ce n'est, enfin, effectivement, en termes de dialogue, ou les sons qui existent durant une scène, et les films, je les redécouvre effectivement forcément après qu'il y ait le mixage, enfin toute la partie montage son, mixage et tout, parce que tout prend forme à ce moment-là aussi, quoi. Enfin, donc vous devenez aussi spectatrice de vos propres images, en fait, d'une autre façon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Dans Naissance d'une pieuvre, l'extrait qu'on a vu, vous avez utilisé une caméra pelliculaire et non numérique. Pourquoi ce choix ? Parce que en fait, c'est un film qui a 15 ans, qu'à cette époque, on tournait beaucoup plus en pellicule qu'en numérique. Et en l'occurrence, à ce moment-là, il y avait effectivement déjà des caméras numériques, mais dans le rendu n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc en fait, ça n'a même pas été une question de choix, c'était une évidence de tourner ce film. Le choix, ça s'est plutôt fait, est-ce que c'était du 35 mm ou du 16 mm, mais la question ne s'est pas posée entre argentique et numérique. Elle s'est posée sur bande de filles, à l'inverse, parce que, entre-temps, les caméras numériques avaient fait d'énormes progrès, donc ça c'était devenu des vrais outils. Et donc, sur bande de filles, la question s'est posée et on a tourné en numérique. Sur bande de filles, vous aviez d'ailleurs fait des essais en pellicule. Il y a des comparatifs qui ont été faits. Les premiers comparatifs qui ont été faits, ça a été entre argentique et numérique. Et ensuite, on a choisi le numérique à cette étape-là. Et ensuite, des essais plus poussés en numérique, concernant notamment la résolution. Est-ce qu'on était en RAW, est-ce qu'on était en ProRes? Et on a choisi le ProRes à l'arrivée, quoi. Donc, quelque chose de moins piqué, moins défini. D'autres questions ? Oui, bonjour. Merci pour votre présence ici. C'est vraiment quelque chose de très agréable de pouvoir entendre des chefs-op parler de leur métier avec autant de passion. Et une question un peu plus large, mais qui concerne plus ou moins l'ensemble de votre filmographie. Il doit y avoir de nombreux critères pour décider d'un objectif, d'une optique, d'une lumière. Et j'aurais aimé savoir à quel moment vous avez le ressenti que c'est cette lumière-là, cette optique, cette caméra qui va fonctionner. À quel moment vous ressentez que la magie va opérer, qu'il va y avoir ce déclic-là sur ces scènes précisément ? En fait, c'est quelque chose qui... comment dire, en lisant le scénario, c'est dès la lecture du scénario où j'arrive pas à projeter quelque chose, en fait. Donc après, effectivement, moi, comment, en lisant, j'ai pu imaginer des choses, je le confronte aux envies du réalisateur. Donc là, ça passe par des discussions, effectivement, se montrer des exemples pour être, pour comprendre mieux l'univers qu'il ou elle souhaite. Mais je pense que le déclic, pour moi, il a lieu au moment de la lecture du scénario. Et après, c'est... oui, voilà. Quels sont les moyens de pouvoir retranscrire cet univers le plus fidèlement possible, en fait. Donc les outils les plus appropriés.
en termes d'optique, notamment d'optique, de caméra, mais surtout d'optique. Et après, effectivement, la lumière à créer pour le film. Ouais. Alors moi, j'ai une petite question, sans doute anecdotique, mais comme vous avez dit que vous étiez très attaché à la couleur, dans tous les extraits qu'on a vus, il y a un pull rouge qui se balade. Comme un fil rouge. Et c'est quelque chose qui... Vous voulez en mettre un à chaque fois ou pas ? Non, je ne suis pas responsable des costumes. Non, alors là, c'est un hasard. Alors, dans Whitefire, le rouge a un sens très précis, parce que ce rouge, c'est un manteau, et c'est le manteau de la mer morte. Donc voilà, lui, il a vraiment un sens très fort pour l'histoire et pour les deux sœurs. Et donc non, c'est un hasard. Dans Nico, il y a un pull rouge qui se balade. Une fille en pull. Femme en rouge. Il y a peut-être, oui, l'un des personnages qui est habillé en rouge, mais là, la couleur des costumes, je ne vais pas jusque-là. Ça ne fait pas partie de mes attributions. Je vais relancer sur cette question-là. Quand vous préparez un film, est-ce qu'il y a systématiquement des séances de travail avec la déco, les costumes, oui. On se met au point, est-ce que vous avez des souvenirs où vous avez même parfois changé des choses, ou au contraire que dans les autres départements, en fonction de la lumière que vous souhaitez, des ajustements ou des changements aient pu être faits? Oui, il y a forcément un travail en amont entre déco, lumière, beaucoup, costume forcément aussi, parce que effectivement, la couleur d'un costume doit pouvoir se marier avec la couleur d'un mur, par exemple, si on est en intérieur. Et moi, la lumière, dans la mesure où elle est colorée, effectivement, il faut que ça fonctionne aussi avec dans l'ensemble, quoi. Donc oui, c'est des discussions qui ont lieu en amont, ou après c'est aussi comment dire, s'il y en a un qui doit s'adapter à l'autre, c'est savoir qu'est-ce qui est le plus important aussi à ce moment-là, quoi. Si c'est donc voilà, ça dépend des moments, quoi. Vous y avez déjà partiellement répondu, mais je voulais savoir, dans le travail de préparation du film, c'était quoi les mécanismes de pensée qui pour vous étaient récurrents? Comment est-ce que quelles questions vous vous posez, tout ça? Et je voulais aussi savoir, c'était quoi votre vision du travail avec le réalisateur? Et enfin, si la question du style du chef opérateur, c'est quelque chose pour vous? C'est quelque chose que vous essayez de travailler ou pas, vous adaptez à chaque projet? Alors, durant la préparation, la première chose pour moi, c'est d'arriver à bien comprendre ce dont a envie le réalisateur et comment il imagine son film. Donc ça passe par des discussions, des échanges de références. Ensuite, il y a le moment où on visite les décors possibles pour le film. Donc à partir de là, les décors imposent aussi leur propre logique en termes de lumière. Et du coup, après, une fois que moi je commence à avoir une idée précise de l'image souhaitée pour le film, en tout cas de son univers, oui, voilà, c'est s'adapter au décor, quoi, parce que tout ne se prête pas forcément au mieux à une certaine volonté, d'autres au contraire la servent très bien, quoi. Donc c'est de trouver une espèce d'équilibre entre différentes données. Et concernant le style, a priori, chaque film est supposé avoir sa propre image. Donc l'idée c'est pas d'affirmer un style, c'est d'être au service de l'image d'un film. Après, l'idée de style, je pense qu'elle réapparaît
disons qu'une même scène avec un même rendu d'image, deux opérateurs n'utiliseraient peut-être pas forcément les mêmes projets. Enfin, voilà, nos outils seraient peut-être pas forcément les mêmes pour avoir un rendu qui transcrirait la même idée. Donc, enfin, voilà, je pense que le style, c'est pas le style visuel, c'est plus le style de comment on fabrique. J'ai la sensation, quoi. Enfin, et en tout cas, d'un point de vue visuel, théoriquement, oui, enfin, moi, je suis supposée être au service de l'image du film, pas de ce que j'aime. Mais forcément, il y a une part de moi dedans, quoi. Enfin, mais chaque film est supposé pour être différent et à la limite on n'est pas forcé de se dire bah tiens et ça serait mieux de pas se dire bah tiens c'est telle personne qui l'a éclairé parce que ça veut dire que du coup il y a des choses systématiques qui se répètent, enfin donc ça serait pas très positif, je pense. D'ailleurs, les extraits qu'on a vus sont tous très différents les uns des autres, donc j'espère. Oui. Bonjour, merci de votre présence. Moi, j'avais une question. C'est vous avez vos premiers films ont été faits en 35 mm. Vous êtes passé au numérique et je voulais savoir si toute question économique de côté, si vous aviez la possibilité de toujours tourner en 35 sur vos prochains films ou en numérique. Qu'est-ce que vous choisissez et qu'est-ce qui déterminerait en fait le choix? Parce que vous avez dit que sur Bande de filles, vous avez fait des essais entre les deux et que vous êtes allé vers le numérique. Donc est-ce que c'est qu'une question économique ou il y avait un rapport à l'image qui était plus intéressant ou enfin voilà? Non, là, le choix, il n'a pas été économique parce qu'on n'aurait pas fait des essais si on savait qu'on ne pouvait pas tourner en 35 mm, par exemple. Donc, le choix, il existait. Ensuite, ce qu'on s'est aperçu dans les premiers essais qu'on a fait, c'est que, voilà, une caméra numérique telle que l'Alexa, qui est la caméra du film, c'est 800 ASA. Une pellicule, en nuit, c'est plutôt 400 ASA. En fait, que le déploiement en termes de lumière allait être quand même beaucoup plus massif si on tournait en pellicule plutôt qu'en numérique. Donc c'est du temps. C'est pour des acteurs qui ne sont pas professionnels, ça peut être quelque chose de... comment dire, quelque chose de plus compliqué, de moins direct. Donc voilà, ça s'est plutôt fait. Alors après le rendu d'image, on était très satisfait de ce qu'on avait en numérique, et en faisant une balance avantage-inconvénient, elle a penché du côté du numérique. Mais particulièrement parce qu'on savait que pour les scènes comme oui, on a des scènes, des grandes ambulations de nuit dans la cité, qui étaient des grosses installations, mais là, ça aurait pris encore plus d'ampleur si on avait été en argentique, quoi. Excusez-moi. En fait, je relançais juste la question précédente, c'était de dire, aujourd'hui, si vous avez le choix entre l'argentique et le numérique, finalement, qu'est-ce que vous préférez travailler? Est-ce que, voilà, vous avez... Moi, je serais ravie de retravailler un jour en argentique, mais en l'occurrence, le choix se présente quand même clairement de moins en moins. Donc, il se pose même bien souvent pas. Donc... Oui, allez. Bonjour, on y va. Vous dites que les extraits qu'on a vus sont tous différents, c'est vrai, voilà. Mais moi, j'y ai vu quand même une prédominance du clair-obscur. Alors, est-ce que on le voit aussi dans Great Freedom, qu'on va voir tout à l'heure. Et voilà, est-ce que vous aimez particulièrement le clair-obscur? Alors, je suis désolée, je ne vous vois pas, je ne sais pas du tout. Ah, d'accord, ok, très bien, merci. Oui, c'est quelque chose que j'aime, clairement. Voilà. Mais après, là, il se trouve que, en même temps, il y a du clair-obscur. Par exemple, sur Whitefire, c'est une séquence de nuit au sommet d'une
sommet d'une colline, donc sans lumière du tout. Donc, oui, on voit que les lumières de la ville. On voit les lumières de la ville sur loin. Donc effectivement, c'est quelque chose plutôt très en pénombre, mais parce que la situation s'y prête. Dans Nico, c'est pareil, c'est du clair-obscur. Ben c'est oui. Voilà. Bande de filles, bon, un peu. Oui, séquence de nuit. Bande de filles, oui, séquence de nuit, intérieur nuit, pas de lumière allumée, donc forcément il y a quelque chose. Et Nico, comme je le disais, c'est un concert, mais un concert clandestin, donc il n'y a pas de lumière de concert. Donc effectivement, tout le public, notamment, est plongé dans l'obscurité. Il y avait une part d'intention aussi là-dedans, parce que le lieu était très vaste et qu'on n'avait pas tout à fait le nombre de figurants adaptés. Mais enfin, après, je ne suis pas en train de dire que, de toute façon, j'aime le clair-obscur, clairement. Voilà, ça se voit. Après, le clair-obscur est vraiment au cœur du cinéma. Tous les grands chefs opérateurs emploient du clair-obscur. Je voulais savoir, j'avais 2 questions. D'abord, je voulais demander comment se passe la collaboration entre les chefs opérateurs et les personnes qui travaillent dans la post-production, comme les étalonneurs ou les choses comme ça. Et ensuite, je voulais savoir si, quand on est chef opératrice, on avait un travail de recherche pour cerner l'idée du réalisateur et avoir vraiment l'image qui convient au réalisateur. Alors, concernant la post-production, c'est une collaboration avec les talonneurs. En fait, c'est une collaboration à 3 parce que le réalisateur soit est présent, soit passe très régulièrement et on réajuste en fonction de... Parce que, tout à coup, on a pu aller trop loin dans l'obscurité ou sur des choix de colorimétrie, une volonté d'être, je dis n'importe quoi, d'avoir une image plus chaude ou ceci, cela, quoi. Donc, oui, voilà, c'est une communication à 3 avec. Les images, elles existent déjà, quoi. Donc c'est aller dans leur sens en les améliorant sur des choses qui n'ont pas pu être faites au tournage ou qui méritent d'être un tout petit peu corrigées. Par exemple, une zone de l'image que tout à coup on aimerait voir plus sombre ou plus claire. Donc voilà, il y a posé quelque chose qu'on va dire de global pour obtenir l'image du film et après, dans le détail, au plan par plan, de travailler chaque plan pour en tirer le meilleur, en fait. Et oui, la deuxième question, du coup, parce que j'ai répondu qu'à une. De recherche, oui, en tout cas, c'est la façon la plus simple de se comprendre, en fait, c'est de s'échanger, de regarder des images. Donc, effectivement, il y a, on peut appeler ça un travail de recherche pour pouvoir arriver avec, de pouvoir discuter sur la base d'images, parce que les mots, d'une certaine façon, moi ce que j'appelle pénombre n'est peut-être pas ce que la personne met derrière le terme pénombre. Les mots peuvent être trompeurs, quoi. C'est pas parce qu'on se dit une image en pénombre on aura exactement la même idée de la pénombre. Donc par exemple, sur cette idée de pénombre, ça vaut le coup de montrer soit différents extraits de films, soit différentes photographies avec des pénombres différentes, quoi. Pour arriver à comprendre vers quelle pénombre un réalisateur a envie d'aller. Bonjour. Bonjour. Par rapport au film aujourd'hui, du coup, je me demandais, comme vous déambulez pas mal en ville, il y a l'aspect documentaire. Donc, je sais pas si c'est du numérique ou pas que vous aviez utilisé. Numérique, je pense. C'est numérique, oui. Ouais, avec un Steadicam, du coup, pour la scène qu'on a vue de déambulation. Oui.
Et comme il y a l'aspect documentaire aussi qu'on veut préserver, je pense le naturel de l'environnement, et qu'un steady, en gros ça peut attirer les regards et ça peut un petit peu avoir une incidence sur l'environnement et sur les gens et peut-être sur le naturel. Comment comment vous faites pendant le tournage pour ne pas perturber l'environnement, voilà, et conserver ça? En fait, il n'y a pas eu de... comment dire, c'est pas tout à coup on arrivait dans une rue, on filmait, quoi. En fait, tout était installé. Donc, parmi les gens qu'on voit passer, il y a beaucoup de figurants à nous. Il y a aussi des gens qui ne font pas partie du film, mais en tout cas, ceux qui sont visibles, ceux qu'on remarque, sont des gens, des figurants, quoi. Enfin, donc, en fait, c'est un mélange de personnes réelles et de personnes du tournage qui savaient ce qu'elles avaient à faire, quoi. Enfin, et partout où on a tourné, les gens savaient qu'il y avait un tournage de toute façon, quoi. Enfin, donc si les gens traversaient le champ, il y avait des assistants qui leur disaient attention, vous regardez pas la caméra, vous passez simplement. Ça marche ou ça marche pas, mais en tout cas c'est pas des images où nous on s'est fait le plus discret possible, mais l'idée n'était pas de passer inaperçu et d'attraper des choses comme ça au vol. Tout était vraiment posé, installé et tout. Oui, peut-être une toute dernière question. Ouais. Oui, alors votre travail est aussi je suis là. D'accord. Votre travail est aussi un travail d'équipe. Donc, est-ce que vous travaillez tout le temps avec les mêmes assistants, avec les mêmes électros, les mêmes machinaux ou pas? Et puis aussi, votre carrière prend un tournant assez international. Et qu'est-ce qui fait que, voilà, comment ça se passe? Pourquoi d'un coup vous partez hors des frontières? Enfin voilà, ce qui vous a amené à ces choix. Alors oui, concernant en termes d'équipe, oui, idéalement j'aime bien travailler avec les mêmes collaborateurs. Ça a été le cas pendant longtemps, en tout cas tant que je travaillais en France. Là maintenant, en travaillant à l'étranger, je peux pas amener tout le monde, donc j'arrive pas tout le temps, mais régulièrement à pouvoir avoir mon assistant caméra, mais c'est un peu la seule personne finalement que j'ai réussi à conserver. Et du coup, après, en travaillant à l'étranger, effectivement, c'est à chaque coup rencontrer des nouvelles équipes, enfin tout recréer à partir de zéro, quoi. Enfin, mais bon. Oui, oui, parce que effectivement, c'est du coup, la seule langue en commun, c'est l'anglais, mais on la pratique chacun à différents niveaux et chacun pas correctement, quoi qu'il arrive. Donc, effectivement, il y a une déperdition en termes de capacité à pouvoir exprimer et comprendre qui est certaine. Ouais. Ouais. Voilà. Mais après, bon, voilà, par exemple, avec Susanna, c'est le 3e film qu'on fait. Donc, moi, là maintenant, enfin, voilà, j'arrive à retrouver, en tout cas côté lumière, le même chef électro. Donc, voilà, selon les pays, je commence à reconstruire un peu quelque chose. Mais oui, du coup, chaque film, tout est neuf. Oui, allez-y. Je voulais savoir, en fait, vos inspirations, généralement, pour vos plans, les couleurs, etc. Vous inspirez de quoi, en fait? Souvent des indications qu'il y a dans le scénario, parce que les scénarios décrivent quand même, donnent une idée de l'atmosphère, et ça peut être des petites phrases, la lumière électrique du néon, la lumière froide de ceci. Donc, voilà, déjà, j'essaye. Et il y a des scénarios qui sont assez riches en indications de ce genre. Donc, ça, c'est un peu la première étape. Ensuite, c'est des lieux. Je sais pas, par exemple, on tourne dans un hôpital, on sait très bien qu'il y aura énormément de néons. Alors, ces néons,
comment on les travaille. Est-ce que ça va être tous les mêmes, ils sont tous de la même couleur? Est-ce qu'il y a des couleurs du chaud et du froid qui vont se mélanger, par exemple? Est-ce qu'il y a une envie de donner une couleur, ou est-ce qu'on veut être complètement neutre? Donc voilà, c'est au fur et à mesure des discussions, au fur et à mesure des repérages, que les choses se construisent, quoi, que ça s'affine en fait. Et il peut y avoir aussi des envies a priori, en fonction de moi ce que j'ai pu imaginer en lisant un scénario. Mais bon, tout ça est sujet à discussion. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.